Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Mme Carmen Elena Avella Bolivar. Mme Avella Bolivar est diplômée en sciences infirmières de l'Université nationale de Colombie en 1998, avec une maîtrise en soins infirmiers en oncologie de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombie en 2004. Elle a une spécialisation en gestion des plaies à l'Université nationale de Colombie en 2008 et une formation en soins des plaies à l'Université Laval en 2021. Elle travaille comme infirmière clinicienne au département de radio-oncologie au Centre universitaire de santé McGill depuis 2016. Elle a participé à la création de plusieurs protocoles tant en soins de la peau qu'en matériel éducatif destiné aux patients qui reçoivent des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Le thème de sa présentation, Ma peau, comment mieux la traiter malgré la maladie chronique. Alors, lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de maladie chronique, les pensées qui lui viennent à l'esprit sont liées au traitement, aux rendez-vous médicaux, aux médicaments, etc. Nous pensons très rarement à l'impact de la maladie sur notre corps. La maladie et les traitements peuvent affecter la santé de notre peau, qui est souvent négligée. Dans cette conférence, Mme Avella vous parlera des soins essentiels que nous devons avoir avec notre peau pour la garder en bonne santé, malgré le fait de vivre avec une maladie chronique. Alors, bonjour, Madame Carmen Elena, comment allez-vous? Bonjour, Hélène, merci beaucoup pour ta présentation. Merci Je suis à très vous. contente merci d'ailleurs pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de partager un peu mon expérience avec un très bel groupe de personnes quand je vois qu'ils se connaissent très bien. Oui, en effet. Puis, dans le fond, je vous remercie aussi d'avoir accepté l'invitation plutôt de venir informer nos participants et de transmettre vos connaissances aux personnes concernées par la maladie pulmonaire. Donc, moi, je ne vais pas prendre plus de votre temps et je vais vous laisser continuer et démarrer votre présentation. Donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, c'est un vrai plaisir encore pour moi d'être ici pour partager avec vous un peu de mon expérience avec les soins de la peau. Et lorsqu'elle m'a invitée, je me suis questionnée sur les sujets que je pourrais partager avec vous et comment je pourrais contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Et les maladies pulmonaires appartiennent à ce groupe de maladies. Alors, ma réponse était vraiment comment les soins de la peau peuvent affecter et comment on peut prendre soin de la peau lorsqu'on a une maladie chronique. Parce que des fois, on ne tient pas en compte l'importance que la peau a sur notre corps et tous les facteurs environnementaux et médicaments et traitements qui peuvent affecter la peau et même les symptômes et effets secondaires des médicaments qui ont un effet très important sur la peau et nos pratiques quotidiennes des soins de la peau aussi. Je vois dans la pratique quotidienne que les patients ont beaucoup de questions sur comment prévenir et traiter les affections de la peau, surtout celles qui sont associées à la présence de la maladie chronique, et celles qui sont dues aux effets secondaires des médicaments, et aussi les changements de la peau qui sont présents avec l'âge. Associé avec l'âge. Alors, j'espère que cette présentation il va vous donner un peu des astuces, comment prévenir et traiter les conditions et comment avoir une meilleure qualité de vie. Alors, j'espère que ça va être très intéressant pour vous. Je commence. Pour présenter un peu les objectifs de l'apprentissage. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer pour définir la maladie chronique, les identifier et les connaître, et connaître un peu l'incidence les maladies qui ont le plus d'incidence au Canada. On va aussi décrire les fardeaux qui représentent la maladie chronique au Canada, reconnaître comment la présence d'une maladie chronique peut affecter la peau, et analyser l'impact de la pollution environnementale sur le vieillissement cutané en général,
et définir les principales affections de la peau associées aux maladies chroniques. Et finalement, on va examiner un peu comment les soins de la peau peuvent contribuer à atténuer et prévenir les affections cutanées. Et je vais faire aussi dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je ne suis pas invitée et payée pour aucune compagnie pharmaceutique pour cette conférence. Alors, c'est vraiment mes connaissances et mon expérience que je vais partager avec vous. Bon, on commence. Alors, on va définir quelles sont les maladies chroniques. Les maladies chroniques sont des maladies dégénératives à forte prévalence. Ça veut dire que sont ceux qui sont un grand fardeau pour le système de santé et sont les plus communément diagnostiqués dans la population en général. Les maladies chroniques, ils ne guérissent pas spontanément, il faut qu'ils soient soumis à un traitement et normalement, ils ne sont pas guérissables. Ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec pendant le reste de nos vies. Toutefois, elles sont la plupart évitables et peuvent être retardées lorsque certains facteurs de risque sont modifiés. Je vais parler un peu des facteurs de risque plus tard. On va définir un peu quelles sont les maladies chroniques les plus communes. Alors, on trouve les maladies respiratoires chroniques, et je pourrais, parce que on parle aux patients qui souffrent de maladies respiratoires. Alors, je voudrais commencer avec les maladies respiratoires chroniques, qui sont l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la bronchite chronique, l'emphysème et l'apnée du sommeil. Entre les maladies chroniques, on retrouve les cancers, qui a la plus grande incidence au Canada, la diabète, la maladie cardiovasculaire, qui sont l'accident vasculaire cérébral et l'hypertension artérielle. On trouve aussi la maladie inflammatoire de l'intestin. Entre les maladies mentales, on trouve la schizophrénie. Et les maladies neurologiques, on trouve la démence, l'épilepsie, le parkinsonisme, la sclérose en plaques. On trouve aussi les troubles musculo-squelettiques comme l'arthrite, l'arthrose, l'ostéoporose et la goutte. Alors, les maladies chroniques sont le résultat de plusieurs facteurs qui interagissent pendant plusieurs années pour finalement développer une maladie. Comme je mentionnais avant, plusieurs facteurs qui causent la maladie chronique sont modifiables. Et entre les facteurs modifiables, on retrouve la inactivité physique, le sédentarisme qu'on appelle, le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool, l'obésité abdominale, une alimentation malsaine, et la hypercholestérolémie, et des facteurs psychosociaux comme la présence de stress. Et ça veut dire modifiable qu'on peut faire quelque chose pour l'éviter, pour éviter la prévalence et l'incidence, et aussi pour les diminuer. Entre les facteurs non modifiables, on retrouve l'âge, le sexe et les antécédents familiaux qui incluent la génétique. Alors, ça, je vais présenter un peu comme quelques statistiques sur les fardeaux de la maladie chronique au Canada. Je ne vais pas parler de toutes les maladies parce que ce n'est pas le sujet de cette conférence. Et cette statistique vient de l'Agence de santé publique du Canada et ils nous permettent d'avoir un portrait sur les fardeaux que représentent les maladies chroniques sur la population et aussi sur nos systèmes de santé. Je voulais vous présenter un peu les statistiques des maladies les plus fréquentes et je vais commencer par la plus importante, que c'est la maladie pulmonaire obstructive chronique. On peut voir ici que ça, c'est le taux d'incidence brute. Ça veut dire on va faire les statistiques par 100 000 habitants et c'est des statistiques qui sont présentes de 2019 à 2020. Au niveau du Canada. Alors, on voit aussi que la maladie pulmonaire obstructive chronique peut être diagnostiquée depuis l'âge de 35 à 49 ans, avec une incidence d'à peu près de 150 cas par 100 000 habitants et qui a le même range de diagnostic entre les hommes et les femmes. Nous, on voit qu'au fur et à mesure que l'âge augmente, le diagnostic est plus fréquent.
Mais on voit ici, comme pour attirer votre attention, que la maladie pulmonaire obstructive chronique est présente plus fréquente chez les femmes. On voit ici, est-ce que c'est chez les hommes? Alors, parce que on voit que les hommes ont plus d'emphysème et en plus aussi il y a une incidence de tabagisme et d'exposition à toxiques au niveau des sous-signes et des toxiques environnementaux plus élevés. Et là aussi l'âge de pic de diagnostic d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, c'est l'âge depuis 80 ans. Concernant la diabète, on voit ici que la diabète peut être diagnostiquée depuis l'âge de 1 an, mais l'incidence aussi augmente avec l'âge, avec les pics entre les 65 et 79 ans, et aussi est plus fréquent chez les hommes. On voit ici les statistiques que les cas de maladies, de diagnostic de diabète, c'est à peu près entre 1800 et 2000 cas par 100 000 habitants. Ça, c'est la statistique de 2019-2020. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant les cancers? Les cancers représentent une maladie avec une incidence très importante au niveau du Canada. On parle que c'est la première cause de morbidité maintenant dans notre pays. Et on peut voir ici aussi que la courbe de diagnostic augmente avec l'âge. Et le diagnostic est directement relié à l'âge. Ça veut dire que on peut trouver que dans les âges plus jeunes, c'est plus fréquent chez les femmes. Et au fur et à mesure qu'on augmente l'âge, c'est fréquent chez les hommes. À cause de quoi? C'est surtout à cause du cancer pulmonaire et cancer de prostate, que c'est les plus fréquents chez les hommes. Et dans les femmes, c'est plus bas parce que le cancer du sein est plutôt diagnostiqué entre l'âge de 45 et 49 ans. Et alors, c'est pour ça que c'est directement relié à l'âge. Et aussi, c'est important de dire que le cancer est considéré maintenant une maladie chronique parce que le niveau de survie a augmenté avec le temps et on peut avoir aussi, on peut parler de guérison ou de rémission complète. Et les gens qui ont un diagnostic de cancer, ils peuvent mourir d'une autre condition, que ce n'est pas le cancer, ça qui a créé que le cancer maintenant il se considère comme une maladie chronique. Alors, pour plonger un peu dans les sujets, je vais vous présenter, expliquer brièvement le fonctionnement de notre peau. La peau, c'est un organe très, très complexe. C'est l'organe le plus gros de notre corps. Et c'est aussi l'organe, un des organes les plus importants parce que c'est l'organe qui nous protège contre tous les éléments nocifs de l'environnement qui peut affecter l'homéostase, ça veut dire l'équilibre intérieur du corps. Ils nous permettent aussi, ils nous protègent des infections, des changements de température, ils nous permettent de garder l'eau en dedans de notre corps. Ils nous permettent aussi de sentir, de pouvoir sentir la main de quelqu'un, de les toucher, les changements de température. Et c'est un organe de protection aussi parce qu'il nous permet de détecter les périls qui sont dans l'environnement extérieur et on peut réagir à ces périls. Je ne vais pas être très complexe, je vais essayer d'être très simple, mais c'est important de comprendre un peu la physiologie de la peau. Comme je vous ai dit, la peau, c'est un organe très complexe. Et la peau, c'est à peu près les 16% de poids de notre corps. Alors, c'est un organe très grand et qui contient plusieurs organes et des structures très importantes. La peau, principalement, est divisée en 3 couches. La couche plus externe, c'est la couche de l'épiderme. La couche centrale, on l'appelle la derme. Et la couche plus profonde, on l'appelle la hypoderme. Et la épiderme, c'est une des couches très importantes parce que c'est une accumulation de cellules qui sont mortes, mais qui sont très importantes pour garder l'homéostase
que ça veut dire l'équilibre de notre corps et notre peau aussi. Alors, dans la peau, je vais montrer ici des petits diagrammes qui montrent une coupe de l'épiderme qui nous montre que c'est une suite de cellules qui sont presque toutes des cellules mortes. C'est juste la cape basale, qui c'est la couche la plus profonde, qui ont des cellules qui sont vivantes et se multiplient à tous les jours. Alors, dans l'épiderme, on a des cellules dans le stratum corneus, que c'est celui ici. Et on va trouver une cellule spéciale qui s'appelle les cornéocytes. Et on va trouver ici, vous voyez que les cornéocytes, ils forment comme une espèce de barrière. Et vous voyez ici une petite comme graphique qui indique la présence des lipides. La peau, il y a beaucoup de gras. Et ils ont besoin de ça pour garder l'eau et garder aussi la chaleur corporelle. Et les gras les plus présents dans le corps sont dans la peau, excusez, sont la céramide, le cholestérol et les acides gras libres. Tout ça, ça forme une homéostase et ça nous permet de garder l'eau à l'intérieur de la peau. Alors, quand on perd ce type de cellules, toute l'eau qui est à l'intérieur de la peau, il sort. Alors, on perd la chaleur, on perd les gras et la peau a la tendance à être plus sèche et à diminuer ses couches cutanées. Il y a plusieurs facteurs externes qui affectent l'homéostase cutanée et ça, c'est très important de comprendre. Alors, normalement, notre peau est un pH, et ça, c'est une échelle de pH. Et le pH, il va entre acide et alcalin. Notre peau, il se retrouve ici. On a un pH, la peau, il y a normalement un pH physiologique de 5,5. Et il y a des personnes qui ont une peau un peu plus acide, que c'est 4,7 entre 6, mais normalement, c'est 5,5. Et alors, on peut dire que la peau est un peu acide. Excusez. Quand la peau est exposée à certains facteurs comme l'eau de robinet, il peut augmenter le pH de la peau. Et il peut augmenter le pH de 6,5 à 8,5 et ça prend à peu près 6 heures pour récupérer le pH cutané physiologique, que c'est de 5,5. Alors, tenez ça en compte. Quand on utilise des savons, vous savez que les savons sont très alcalins parce qu'ils sont faits avec la soude caustique. Et les savons, ils peuvent augmenter les pH à 11, de 10 à 11. Ça veut dire que le pH, il va être très alcalin. Et aussi, l'utilisation d'antiseptiques à base d'alcool ou de parfum, il peut monter le pH de 8 à 9,5 aussi. Et ici, j'ai fait un petit graphique, désolé, et pour vous montrer que le pH, quand le pH augmente à 6, les bactéries, ils peuvent rentrer dans la peau, ils vont faire, la peau est très acide parce que c'est une barrière contre la protection bactérienne. Et quand on met l'eau, on affecte le pH de la peau peut augmenter son pH à 6,5. Ça veut dire que les bactéries peuvent se développer et peuvent causer des infections. Alors, je vais faire une explication de comment prévenir ce changement de pH. Alors, ici, je veux dire que la peau joue un rôle essentiel dans la protection. Elle assure à travers de la couche superficielle de l'épiderme une barrière efficace contre les attaques quotidiennes auxquelles le corps est soumis. Et je parle des attaques des bactéries, aussi très important, tous les agents toxiques et la pollution environnementale affectent beaucoup l'homéostase de la peau. Et on peut faire beaucoup pour éviter que ça arrive. Alors, comment la peau peut être affectée quand on a une maladie chronique? Alors, nous savons que la maladie chronique, c'est quand même un diagnostic qui bouleverse la vie des personnes parce que ça veut dire que c'est une condition chronique qu'on va avoir pendant toute la vie, qu'on va avoir besoin de traitements et qui sont, même les effets secondaires et même les symptômes de la maladie ne sont pas très agréables à vivre.
Et c'est difficile quand une personne apprend qu'il y a une maladie qui ne peut pas être guérissable. Alors, même les symptômes, comme les maladies commencent, chaque maladie commence différent, mais entre les symptômes les plus importants, on a la fatigue, on a les chutes de pression, on a des effets sur la peau déjà, la peau sèche, la peau rouge, les extrémités faibles, la faiblesse, la tachycardie, les sueurs. Et aussi, tenir en compte qu'il y a des traitements aussi, différents traitements, surtout des médicaments qui peuvent affecter aussi le bien-être de la personne. Et la polymédication, les personnes avec maladies chroniques qui ont presque en moyenne, ils prennent 5 ou 6 médicaments. Alors, les médicaments aussi causent des effets secondaires et beaucoup, ils causent la fatigue, les étourdissements, la perte d'équilibre, chute de tension et différents symptômes. Et aussi l'environnement que la personne se retrouve, si un environnement ou une personne qui fume ou qui a des polluants environnementaux, mais ça va affecter aussi son bien-être. Et tous ces symptômes et les effets secondaires, ils vont finalement affecter la capacité qu'on a de prendre soin de nous et de suivre les soins quotidiens. Alors, une personne qui est fatiguée, et il ne va pas penser qu'il faut se mettre l'hydratant ou qu'il faut laver la peau ou qu'il faut faire une activité physique. Alors, tous les facteurs ici, plus le fait qu'on n'a pas le goût de faire des soins quotidiens, ils vont finir par affecter notre peau. Et je vais faire une explication ici, très importante, et je vais essayer de le faire très simple aussi. C'est comment la pollution environnementale affecte et a une incidence très puissante sur le vieillissement cutané et aussi sur toutes les affections cutanées qu'on peut prévenir. Alors, la pollution affecte et détériore la barrière protective naturelle de la peau. Comment? Alors, ça, c'est la barrière naturelle. On est toujours exposé à facteurs comme les rayons UV du soleil, la pollution ambientale, les voitures, les usines, les équipes de chauffage, la cigarette. On a une diminution de la couche d'ozone, mais il y a beaucoup d'ozone présent dans l'atmosphère maintenant à cause du réchauffement climatique. Tous les effets, les gaz à effet de serre, ils vont augmenter la présence d'ozone au niveau environnemental et ça fait que toutes ces présences de toxiques causent un stress oxydatif dans la peau et augmente ça s'appelle la production des espèces réactives de l'oxygène. Et ça finit par causer une grande inflammation, un vieillissement de la peau, une destruction de collagène. Et aussi, favorise l'apparition de maladies inflammatoires. Toutes ces toxines et tous ces polluants et les particules, surtout à base de carbone, bougent les petits pores qu'on a dans la peau et pénètrent dans l'épiderme et produisent la dégradation de l'acide hyaluronique qu'on entend beaucoup dans la télé et aussi produisent la dégradation du collagène. Et ça, la dégradation des collagènes fait que la peau s'amincit beaucoup et perd les petites cellules qu'on a vues auparavant, les corinocytes, et fait que la peau est plus sensible à la présence des polluants et tous les polluants, les bactéries, les gaz, et puis rentrer dans la peau et affecter même la couche basale de la peau. Alors, quelles sont les principales affections cutanées qui sont reliées à la présence de maladies chroniques? Mais on peut avoir des réactions allergiques suite à la prise de médicaments. Et la réaction allergique, normalement, se voit comme une peau rouge. On peut avoir des ampoules ou des démangeaisons extrêmes. Et on peut faire une réaction aussi à des produits chimiques qui sont présents dans les produits qu'on utilise ou dans les médicaments.
Et même dans la pollution ambientale aussi, on peut être allergique à certains produits. Alors, c'est ça qui a l'air une réaction allergique sur la peau. La peau sèche. Je pense que ça, c'est 87% de la population, il y a la peau sèche, surtout les populations nordiques, à cause qu'on a un hiver très prolongé, on utilise beaucoup le chauffage. La peau sèche, c'est une condition qui s'appelle la stérose. C'est les noms qu'on les donne médicalement. Et ça cause une démangeaison extrême. Et vous voyez que la peau se voit comme si il pelait. Et je vais expliquer un peu la stérose en plus à profondeur parce que c'est la maladie la plus commune chez les personnes qui ont des maladies chroniques et les personnes âgées aussi. L'intertrigo, c'est une infection fongique qui se présente surtout dans les plis cutanés. Et c'est surtout dans les personnes qui ont peu d'embonpoint, les personnes obèses, parce que les plis cutanés, ils ne permettent pas que la peau respire et fait l'interchange gazeux qu'il faut qu'elle fasse normalement. Et alors, il y a une accumulation de l'humidité et il y a la présence, l'humidité s'accumule et toujours la présence de ce type de réaction comme blanchâtre. Il peut y avoir de l'exudat ou pas, mais c'est très dérangeant. Les patients se plaignent de douleurs de mangeaison et ça peut causer aussi beaucoup d'infections aussi bactériennes. Et la peau rugueuse, la kératose pilaire, c'est une maladie qui est très présente dans les enfants et les personnes âgées. Aussi, ça peut être présent dans les maladies chroniques, c'est une inflammation du follicule pileux. Et parce que des fois, on ne lave pas adéquatement la peau et il y a une accumulation de cellules mortes dans la peau et ça bouche les follicules et ça permet pas aussi que les sébum de la peau ils sortent à l'extérieur. Alors, il y a toujours comme une espèce d'inflammation dans les follicules et ça qui fait la peau comme un peu rugueuse. On sent les papules et des fois, ça peut causer la démangeaison. Et des fois, c'est surtout très dérangeant esthétiquement parce qu'il apparaît surtout dans la face, dans les bras et dans les jambes. Alors, c'est des parties du corps qu'on expose. Et, normalement, ça se traite juste avec une bonne hygiène et des produits spécialement désignés pour prévenir cette condition. L'autre qui peut apparaître avec très commun, c'est la photosensibilité, qui s'est causée simplement par l'exposition permanente dans les rayons UV, soleil. Alors, ça apparaît comme des taches brunâtres et rougeâtres. Où est-ce que le soleil y donne? C'est dans la face, dans la tête, dans les coups, dans les dos et dans les bras. Et des fois, les gens aussi ont dans les jambes. Quand l'été, on est toujours dans des pantalons courts, alors il faut faire vraiment attention à éviter l'exposition parce que cette tâche, dans ce moment, c'est une condition inflammatoire, mais si on continue l'exposition en source de radiation comme le soleil, il peut se transformer dans un cancer de la peau. Et finalement, je peux mentionner la dermatite atopique, que c'est une inflammation de la couche plus externe de la peau, ça veut dire l'épiderme, et qui cause des démangeaisons extrêmes. Si on voit ici la rougeur et toutes les lésions sont causées à cause du grattement des patients. Et les patients, ça démange beaucoup, alors il y a la tendance à se gratter et la peau est très sèche et très mince aussi. Alors, ça fait comme le cercle vicieux et ça peut causer des infections aussi. La dermatite atopique peut être présente dans les patients qui ont de l'asthme et la bronchite chronique. Ça les prédispose à la présence d'une dermatite atopique. Et aussi, c'est très fréquent chez les enfants et les personnes qui ont la psoriasis. Ça peut être accompagné. On l'appelle aussi l'eczéma. Alors,
Je vais parler un peu profondeur de la peau sèche, qu'on appelle la cirrhose. Et la peau sèche est une affection cutanée courante chez les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes âgées, comme je vais mentionner. Et la cirrhose est une maladie multifactorielle. Et ça veut dire qu'il y a des modifications de la kératinisation et de la teneur des lipides. Et c'est important de mentionner ici pour les personnes qui ont des maladies chroniques l'utilisation des diurétiques et des médicaments similaires et la surutilisation des appareils de chauffage, des climatiseurs, y contribue au développement d'une cirrhose. Elle provoque un prurite qui entraîne des escalations et des risques d'infection cutanée. Et ici, ce diagramme explique comment la cirrhose se produit. Alors, avec le vieillissement, on agit tous de la même façon. Ce n'est pas juste pour les personnes âgées. Quand je réfère au vieillissement cutané, je ne parle pas des personnes âgées, je parle de tout le monde. Au fur et à mesure que l'âge augmente, le contenu d'eau de la peau diminue. Il y a aussi une diminution des lipides. L'augmentation aussi de la taille des cellules des cornéocytes qu'on avait parlé au début fait aussi une diminution de la taille de la fonction des glandes sébacées et sudoripares et une réduction de la vascularité cutanée. Ça fait que toutes les couches de la peau sont plus minces. Alors, ils permettent tous les facteurs polluants extérieurs de rentrer et de causer des dommages sur la peau. Et aussi, on perd l'eau. Plus qu'on perd des lipides et on perd des chorinérocytes, on perd l'eau dans la peau. Alors, c'est ça qui cause la cirrhose. Alors, je veux entrer comme dans la discussion de quelles sont les solutions pour protéger la peau efficacement. C'est des choses qu'on peut faire très facilement. J'aimerais que cette partie soit très il va être très important à discuter avec vous parce que la société nous impose une quantité de choses, des produits, on a beaucoup de marketing de produits, mais mon meilleur conseil pour vous, c'est de retourner à la base. Et retourner à la base, ça veut dire qu'il faut rééquilibrer, réhydrater la peau à tous les jours. Comment on fait ça? Avec un bon nettoyage qui va éliminer les résidus indésirables et les cellules mortes. Et aussi l'hydrater en lui donnant quelque chose qui permette l'eau de pénétrer dans la peau. Alors, hydrater la peau, et ça fait que la barrière cutanée va éviter la pénétration des polluants qui va affecter l'équilibre de la peau. Pour réhydrater la peau et le nettoyage, c'est important de se rappeler que tous les savons commercialement sont des savons qui sont faits à base de soude caustique. Et la soude caustique est très alcalin et va augmenter beaucoup le pH de la peau. Juste une douche, ça peut altérer le pH de la peau pendant 9 heures. Et je ne veux pas dire de ne pas utiliser des savons, mais la meilleure chose qu'on peut faire pour nettoyer la peau, c'est d'utiliser un nettoyant à pH neutre ou plutôt acide, ou utiliser n'importe quel nettoyant qui respecte les pH de la peau. Malheureusement, aucun savon peut offrir ça. Pour hydrater la peau, comme vous voyez, la peau, il y a un mélange entre l'eau et les lipides. Alors, il faut les redonner l'eau et les lipides pour que la peau garde l'équilibre qu'elle a besoin. On a beaucoup de produits dans les marchés. Comme je vous ai dit au début, je ne suis pas attachée pour cette conférence à aucune marque commerciale, mais je peux vous donner des astuces pour présenter des produits qui sont les plus acceptables. Et alors, pour hydrater la peau, on cherche une hydratante puissante à base d'eau, parce qu'il y a plusieurs
produits qui sont à base de gras ou d'huile. N'oubliez pas que l'huile vient du pétrole, surtout la vaseline. Alors, ce n'est pas quelque chose que la peau va accepter dans son homéostase. Alors, c'est toujours un hydratant à base d'eau, sans parfum, parce que les parfums aussi peuvent altérer la peau, et qui peut avoir très peu d'ingrédients, et surtout, principalement, éviter les parfums et éviter de trouver des sensibilisants cutanés, que je mentionne ici comme la lanoline, l'aloe vera, qui est très connue. Tout le monde pense que l'aloe vera est très gentil avec la peau, mais malheureusement, c'est un irritant et peut causer des réactions allergiques très importantes. Les parabènes aussi, que c'est des produits qu'on utilise pour garder les produits le plus long possible. C'est des agents conservants. Et les propylènglycols, que c'est une espèce d'alcool qu'on utilise pour faire l'émulsifiant des crèmes. Et c'est aussi un sensibilisant cutané, la fragrance et la vitamine E, dans certains cas, et peut causer des réactions allergiques. Alors, lorsque vous achetez un produit, essayez de voir la liste d'ingrédients. Si c'est une liste aussi grande, évitez-les. Et idéalement, ça doit être une liste petite et le premier ingrédient qu'il doit avoir, c'est l'eau. Ça, c'est mon meilleur conseil. Et finalement, la protection solaire. C'est très important et ça doit être comme devenir une habitude. Même l'hiver, parce que le soleil est là, c'est juste qu'on ne le voit pas. Mais toujours, il faut mettre la protection solaire parce que à cause de la pollution ambientale et la diminution de la couche de protection de la Terre, on est plus exposé à la radiation UV que le soleil nous donne. Et c'est ça qui est en train d'augmenter la présence de cancer de la peau dans notre population canadienne, surtout la population nordique, parce que le soleil a la tendance à être plus incliné et les rayons sont plus directs sur la peau. D'autres conseils que je peux vous donner, toujours rincer la peau avec l'eau tiède, pas chaude, parce que l'eau très chaude, il peut affecter aussi les corynéocytes et la quantité de lipides qu'on a dans la peau. Et les douches doivent être des douches rapides plutôt que des longs bains chauds. Et sécher chaque partie du corps avec une serviette douce au lieu de frotter pour éviter d'enlever les cellules qui sont en train de se produire. N'oubliez pas que la peau, c'est des cellules, de plusieurs couches de cellules mortes. Alors, lorsqu'on frotte, on enlève des cellules. Et pour traiter et réparer les visages et les corps, appliquer un soin hydratant sur la peau humide. Ne doit pas être complètement trempé, mais il peut être un peu humide après la douche. Et le froid apaise les démangeaisons. Quand vous sentez que ça pique beaucoup, en lieu d'utiliser les corticoïdes, utiliser une compresse d'eau froide, ça va vous aider. Et il faut hydrater toujours les mains et les pieds avant de se coucher. Et aussi la face. Éviter les parfums à tout prix parce que les parfums sont faits à base d'alcool. Et porter des vêtements amples, idéalement en coton. Et la photoprotection, il faut choisir un protecteur cutané au-delà de 30 SPS et une protection UVA optimale à peu près 60. Éviter le soleil entre 10 et 15 heures. Couvrir votre corps et votre tête avec des vêtements adaptés. Et pas négliger les zones sensibles, comme je vous dis, la face, les coups, les hauts du dos, les bras et les jambes. Et c'était ça la présentation. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je peux prendre des questions.